Mesdames et messieurs, les représentants des institutions de la Nouvelle-Calédonie et de l'État, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, chers collègues, chers étudiants, chers publics, nous sommes vraiment ravis de vous retrouver pour cette troisième journée de notre événement scientifique qui s'intitule « Réconcilier par la justice transitionnelle en Nouvelle-Calédonie, de la théorie à la pratique ». Alors, avant de vous rendre compte des travaux riches qui ont eu lieu ces 2 derniers jours, avant le début de cette conférence qui suivra, et en guise d'ouverture, je vais vous présenter l'artiste Yohan Moala. Yohan, si tu veux nous rejoindre. Alors, Yohan est un artiste autodidacte qui a participé à façonner l'identité du graffiti local, jusqu'à impulser la création de l'association Les Couleurs du Pays, aujourd'hui moteur essentiel des arts urbains. Cette association, Les Couleurs du Pays, est aujourd'hui nourrie par la conviction que la culture urbaine et la culture océanienne peuvent se nourrir mutuellement. Et c'est une association qui est très fortement engagée auprès de la jeunesse. Au cours de ces 3 jours de réflexion qui ont eu lieu ici à l'université, Yohan a donné vie à une fresque inspirée des réflexions du colloque sur la justice transitionnelle. Cette œuvre sera ensuite ancrée sur le campus et c'est une œuvre en fait, qui témoigne de la convergence entre les arts urbains, la recherche scientifique et l'engagement citoyen. Donc Yohan, nous te remercions pour ce travail, pour l'œuvre que tu nous présentes ce soir. Et je t'invite à nous en dire quelques mots. Merci. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Moala Yohan, donc artiste, graffeur, sculpteur et tatoueur. Voilà. Je voudrais remercier Léa et Nadège et Hassan Rouloué pour m'avoir permis de participer à l'événement et y apporter ma vision d'artiste. Donc, déjà, je suis parti sur un diptyque, donc 2 tableaux qui ont un lien, qui racontent la même histoire. Je ne pouvais pas parler de justice transitionnelle sans refaire la chronologie de ce qui s'est passé l'an dernier. Donc j'ai décidé donc sur le tableau de gauche que j'ai appelé le temps des pleurs, donc qui représente la fracture sociale, économique, qui est représentée là par le mur cassé. En général, quand on graffe, on évite les coulures, mais là, j'ai fait exprès d'en faire pour pouvoir symboliser les larmes des mamans qui ont perdu des êtres chers pendant ces événements. Donc, c'était important pour moi de pouvoir les représenter ici. Donc, il y a des coulures un peu partout. Et dans le ciel, les lignes blanches représentent les nœuds des sentiments que les Calédoniens ont traversés pendant ces moments-là, flous, voilà. Donc voilà. Sur le deuxième tableau, que j'ai appelé l'étang du cœur, on y voit donc, une poignée de mains qui représente celle de Jean-Marie Tjibaou et de Jacques Lafleur, comme pour nous dire que ça a déjà été fait par le passé et que c'est encore possible. Si on se pose voilà, sur la natte qui est en arrière-plan, donc la natte qui représente d'abord voilà, les liens de l'amitié, les liens fraternels, les liens amoureux. Voilà. Donc la natte représente beaucoup. Voilà, c'est là où on va aussi palabrer. C'est là où on va parler, on va régler les choses. Donc c'était important de pouvoir le représenter ici. Et ces 2 tableaux sont
sont séparés par un... En fait, s'ils sont collés, en fait, ils sont séparés par un bois. Voilà. Pour représenter, lui, le poteau central de la case, qui, pour moi, représentait ici les principes directeurs, malgré la malléabilité de la justice transitionnelle. Voilà. Et tout au bout, il y a des signes de pétroglyphes, voilà, pour représenter la sagesse des anciens qui nous ont toujours guidés dans nos choix. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais représenter. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Un très grand merci à toi, Johan, pour le temps que tu as consacré à ces œuvres, que tu nous as consacré pour qu'on en discute aussi en amont et que tu nous accompagnes donc durant ces 3 journées. Donc un très grand merci à toi. J'ajoute donc que ces tableaux, ils ont vocation à être déposés au sein de notre département de droit, économie, gestion, et donc ils seront placés sur les couloirs de notre département. Et je remercie ici le directeur du département de droit, économie, gestion, Nicolas Font, qui a aussi contribué à faire de cette œuvre à la fois une œuvre collective au niveau de la recherche, au niveau de l'art bien sûr, et au niveau de pédagogique donc pour nos étudiants. Voilà. Sur ce, je crois que, et merci encore à toi, Johan, nous allons donc entamer, normalement voilà, le PowerPoint suit, notre introduction sur donc quelle piste pour demain dans la construction d'un avenir partagé, qui est le titre que nous avons donné à cette conférence. Alors le LARGE, qui est notre laboratoire de recherche juridique et économique, ma collègue Léa Havard et moi-même, nous sommes donc en partenariat depuis maintenant plusieurs années avec l'Institut Louis Joinet. Je l'ai déjà dit lundi, alors je répète pour ceux qui éventuellement n'étaient pas présents lundi. Et donc avec la présence de Jean-Pierre Massias et de Fabrice Ourqueby, nous avons donc co-organisé une série d'événements scientifiques depuis le début de la semaine sur la justice transitionnelle. Et donc comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire à l'ouverture des travaux lundi matin, nous travaillons ensemble depuis plusieurs années maintenant sur cette question de la justice transitionnelle et sur l'opportunité de déployer un processus de justice transitionnelle en Nouvelle-Calédonie. Notre partenariat scientifique, en fait, il offre un regard croisé entre nos expertises respectives, l'IFJD sur la justice transitionnelle et le LARGE donc sur une expertise juridique centrée sur la Nouvelle-Calédonie. Alors les événements scientifiques en fait de cette semaine, ils ont eu à cœur, j'ai envie de vous dire, de s'extraire un petit peu du monde extérieur, donc de s'extraire des échéances, des débats institutionnels, des discussions politiques qui peuvent avoir lieu aujourd'hui même, des blocages actuels que connaît la Nouvelle-Calédonie, et aussi du sentiment que l'on a de l'urgence à agir, à faire vite, à trouver des solutions rapidement. Donc ici, il s'agissait de prendre du recul, de réfléchir, d'échanger aussi, en se décentrant, c'est-à-dire en apportant un regard scientifique, mais aussi une réflexion qu'on a voulu inclusive sur des voies complémentaires à ces discussions qui sont en cours. Donc la journée de lundi, elle s'est attachée à poser le cadre juridique de la justice transitionnelle. Donc ça nous a permis de poser le contexte calédonien, déjà de poser un regard théorique sur la justice transitionnelle, ensuite donc de cerner ce contexte calédonien. Ça a permis d'expliquer aussi la réflexion qui est menée sur cette opportunité de s'emparer d'un dispositif de justice transitionnelle pour la Nouvelle-Calédonie et de s'enrichir aussi des expériences étrangères, donc d'aller voir au-delà du Pacifique pour voir aussi
et revenir localement, parce qu'on a aussi en Nouvelle-Calédonie, donc localement, des initiatives qui peuvent être empreintes de justice transitionnelle. Donc on voulait aussi mettre en avant ces initiatives pour fédérer autour de ça et s'interroger sur un déploiement plus global de la justice transitionnelle. Ça, c'était la journée de lundi. La journée d'hier était consacrée à des travaux de groupe, à des ateliers fermés, auxquels donc étaient invités, et on dévoile un petit peu plus de choses ce soir, des étudiants de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, des anciens étudiants de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, des enseignants-chercheurs, des représentants de la société civile et les représentants des différentes institutions de la Nouvelle-Calédonie qui étaient également invités. Je profite en fait de ce tout petit moment pour remercier en fait très chaleureusement et je pense très sincèrement aussi tous les participants et toutes les participantes pour leur engagement d'hier, pour leur participation, pour les moments d'échange, de partage que l'on a eu. Et je peux vous dire que ces ateliers ont été très riches, très denses et très riches aussi en émotions et en réflexion. Donc je tiens à remercier vraiment au nom de toute l'équipe, tous les participants et merci beaucoup pour cette journée qui, je pense, restera dans nos mémoires un bon moment. Ce soir, c'est aujourd'hui, donc nous arrivons au terme de cette séquence. Certainement pas au terme de notre démarche. Je pense qu'on en est aussi tous les quatre convaincus. Et nous poursuivrons notre engagement scientifique autour de la justice transitionnelle. Et nous avons donc ce soir la lourde responsabilité de vous présenter le fruit de ces travaux. Je tiens aussi à préciser que les propos de ce soir se veulent fidèles des échanges qui ont eu lieu lundi et mardi, mais qu'ils n'ont pas non plus vocation à être exhaustifs, parce que sinon nous y passerions la nuit. Donc le travail, comment ça s'est passé au sein des groupes ? Eh bien, il a été organisé sous la forme de 2 questions, et donc on a demandé au groupe de travailler. Première question, pourquoi une justice transitionnelle en Nouvelle-Calédonie ? En réponse à quelles difficultés ? Dans quels objectifs ? Pour quels résultats ? Voilà donc la première question sur laquelle on a travaillé. La deuxième question qui était posée, c'était la question du comment. Comment mettre en œuvre une justice transitionnelle en Nouvelle-Calédonie, non seulement donc en termes, on va voir, de périmètre, mais aussi en termes d'initiative. Et voilà en gros les travaux que l'on va vous restituer ce soir. Donc je cède immédiatement la parole à ma collègue Léa Havard, qui est maître de conférence donc, en droit public à l'Université de la Nouvelle-Calédonie et également donc, la directrice adjointe du LARJ, notre laboratoire de recherche juridique et économique. Merci Nadège. Alors je vais avoir la lourde tâche d'ouvrir donc la première thématique de cette conférence et j'ai été chargée, on va dire, par notre groupe d'essayer de vous faire part des inquiétudes qui sont présentes en Nouvelle-Calédonie, des inquiétudes, des difficultés qui sont le terreau qui explique en fait qu'on est en recherche d'une solution pour essayer de faire avancer la Nouvelle-Calédonie. Ces inquiétudes, elles ont été exprimées à plusieurs égards dans les travaux qu'on a menés hier, mais avant-hier aussi. Et ces inquiétudes, il faut surtout, bien entendu, les entendre parce qu'elles sont le point de départ de la réflexion. Avant même de réfléchir à la solution, voir comment on pourrait mettre en œuvre cette solution, et ce sera l'objet de la deuxième partie de cette présentation. Donc avant de réfléchir à la solution, encore faut-il avoir bien identifié le problème qui se pose. Alors, là encore, comme Nadège le disait, ça n'a pas du tout, mais les propos qu'on tient ici n'ont pas vocation à être exhaustifs. Il s'agit de relater des choses qu'on a pu échanger avec l'ensemble des participants. Et je crois qu'on peut identifier 2 types de difficultés ou de questions qui sont revenues de façon récurrente dans les différents groupes de travail. Un premier type de difficulté ou de questionnement
de façon très générale par rapport à la société calédonienne actuelle. Il y a eu besoin de poser des mots sur un certain nombre de difficultés, et puis nous verrons ensuite, dans un deuxième temps, les difficultés qu'on a pu identifier concernant la perspective de mettre en œuvre un processus de justice transitionnelle en Nouvelle-Calédonie. Alors d'abord, concernant les difficultés en Nouvelle-Calédonie, il y a un certain nombre de constats qui ont été posés. Un constat déjà global. Un constat global qui, ça ne vous surprendra pas, consiste à dire que la Nouvelle-Calédonie est une société qui est actuellement clivée, qui est divisée. On en avait parlé longuement lundi lors de la journée de colloque. Et c'est une société qui est marquée par un processus de décolonisation qui est difficile. Ça, évidemment, c'est un point qui est absolument central, la question du processus de décolonisation dans lequel la Nouvelle-Calédonie est engagée. Autre élément de constat global qui est revenu de façon récurrente, il y a des inégalités persistantes, des difficultés économiques, bien entendu, qui minent le territoire, aujourd'hui de façon très forte, mais hier déjà. Et puis, donc des inégalités persistantes et un sentiment fort d'injustice également. À ces différents éléments s'ajoutent également des traumatismes forts, alors qui sont liés, et là je ne vais pas trop anticiper sur la suite, mais bien sûr des traumatismes qui sont liés au passé, qui se transmettent de génération en génération et qui représentent un poids, je vais y revenir. Et puis, bien entendu, un autre élément qui est central, c'est la violence qui est présente sur le territoire, et bien entendu, au regard de mai 2024. Donc, un constat global d'une société avec de forts clivages et une difficulté à avancer et à les dépasser. Alors, de façon un petit peu plus resserrée, au-delà de ce constat global, il y a un élément central qui a beaucoup concentré nos échanges, nos débats, c'est la question du rapport à l'histoire, qu'il y a en Nouvelle-Calédonie, qui est bien entendu certainement, non pas la cause, mais une cause importante des difficultés que peut rencontrer le territoire. Il y a un rapport très complexe à l'histoire avec un grand H, et là aussi Nadège en reparlera tout à l'heure, un rapport à l'histoire, c'est-à-dire à la connaissance de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie d'un point de vue relativement objectif, on va dire, et un rapport compliqué également aux histoires personnelles, c'est-à-dire au vécu des différentes personnes, des différentes communautés en Nouvelle-Calédonie. Donc pour le dire autrement, il y a des souffrances des uns et des autres, et là je pense à la communication de Louis Lagarde lundi sur ce point. Il y a une diversité de souffrances qui marquent le territoire et qui sont perçues comme n'ayant pas été traitées. Ces souffrances n'ont pas été traitées, ou en tout cas pas suffisamment. Et au sujet de ces souffrances, il existe également un tabou. Un tabou très fort, c'est un mot qui est revenu assez régulièrement dans les discussions. Il y a un tabou, il y a un non-dit, évidemment, la Nouvelle-Calédonie, pays du non-dit. Et ce tabou, ce non-dit, représente un poids très important qui est vraiment l'élément central, encore une fois, objet de nos discussions, et qui est aussi la principale difficulté de la société calédonienne, à laquelle la justice transitionnelle peut apporter en partie une réponse, et on en reviendra tout à l'heure. Donc, pour le résumer, et si je reprends les mots du président de la République au sujet de la Nouvelle-Calédonie, il y a vraiment une crispation très forte au sujet de ce passé qui ne veut pas passer. Alors, troisième élément qui est revenu au terme des constats des difficultés en Nouvelle-Calédonie, et sur lequel je vais passer plus rapidement, il y a deux composantes majeures de la Nouvelle-Calédonie, de la société calédonienne, qui ont été identifiées comme n'étant pas suffisamment valorisées, comme n'étant pas suffisamment écoutées, et comme n'ayant pas un rôle suffisamment important. Et je pense ici, en premier lieu, sans qu'il y ait de hiérarchie entre les deux, mais à la jeunesse,
évidemment, qui est l'un des éléments déterminants dans la compréhension de la crise que secoue la Nouvelle-Calédonie depuis l'année dernière. Une jeunesse qui n'a pas assez de place dans la société et il y a une forme d'urgence à écouter cette jeunesse qui a été relatée. La jeunesse et puis les femmes aussi. Les femmes, c'est une discussion qui est revenue de façon récurrente. La place et le rôle des femmes dans la société est certainement trop invisibilisé. Il y a un manque de place, d'expression des femmes. Donc, après ce constat de cet ensemble de difficultés, il y a également des craintes aussi qui ont été exprimées par rapport à l'état, on va dire, de la société calédonienne aujourd'hui. Les deux craintes qui sont là encore, qui ont été le plus exacerbées, une crainte très forte, c'est de se demander comment résoudre le problème en Nouvelle-Calédonie, notamment de ce rapport à l'histoire, quand on voit que le temps des exigences économiques, des exigences institutionnelles et politiques immédiates, c'est un temps court, alors que, on y reviendra, mais la question de traiter le rapport à l'histoire, à la mémoire, de regarder le passé, s'inscrit davantage dans un temps long. Donc là, il y a une forme finalement de tension très forte entre ces deux exigences, le sentiment d'urgence face à la crise et en même temps la nécessité de prendre un temps long pour pouvoir réfléchir aux causes profondes, aux racines des difficultés en Calédonie. Donc ça, c'est une crainte importante. Comment est-ce qu'on peut concilier les deux ? Et je n'ai pas la réponse à vous apporter ce soir, mais il faut avoir cette tension entre ces deux exigences en tête. Et puis évidemment, crainte aussi, bien entendu, particulièrement depuis mai 2024, que les violences se répètent. Que les violences se répètent. On est dans une répétition aussi des violences en Calédonie sur un temps long, depuis même la prise de possession. Et donc, il y a cette inquiétude forte. Donc, constat de difficultés, vous voyez bien, qui sont très globales, qui sont liées à l'état de la société calédonienne actuelle. Et puis, dans un deuxième temps, donc on verra après ensuite, avec Nadège, les espoirs, je vous rassure, on ne va pas que vous faire une liste de difficultés. Un deuxième élément sur lequel je voulais attirer l'attention, c'était les interrogations qui peuvent se poser par rapport à la mise en place d'un processus de justice transitionnelle en réponse justement à l'ensemble de ces difficultés, même si on va le voir, la justice transitionnelle n'a pas vocation à répondre à toutes ces difficultés. Donc des interrogations aussi, des inquiétudes par rapport au processus de justice transitionnelle qui pourrait être mis en place en Nouvelle-Calédonie. Un premier élément, c'est que il y a la peur de susciter de faux espoirs en mettant en place un mécanisme qui ne parviendrait pas finalement à apporter les résultats attendus. Alors tout dépendra évidemment des résultats qu'on attend, on va y revenir tout à l'heure. Mais ce qui est certain, c'est qu'au regard de l'ampleur des défis auxquels la Nouvelle-Calédonie est confrontée, il y a une très forte attente de la part de la société pour justement dépasser ces défis, apporter des réponses. Donc il y a une attente très forte, mais aussi, en parallèle, si on peut dire, une crainte d'avoir de faux espoirs. Et donc là, ça c'est un élément qui est important, et mes collègues en reparleront tout à l'heure. On verra que la justice transitionnelle, ça peut être une voie intéressante à explorer pour réfléchir à la façon de dépasser ces difficultés. Mais il faut tout de suite attirer l'attention sur le fait que la justice transitionnelle n'est pas une baguette magique qui résoudra tous les problèmes de la Nouvelle-Calédonie. Donc ça, ce sera important de bien déterminer quels sont les objectifs du dispositif pour ne pas y placer trop d'attentes et être déçu in fine. Ça, c'est un premier élément. Et puis, des craintes également concernant le positionnement de l'État. Ça, c'est un élément qui est très important aussi. L'État est nécessairement partie prenante du processus du fait de la colonisation française. Il est nécessairement partie prenante par l'ensemble des participants à ces groupes de travail. Il a été vu comme il y a un besoin qu'il soit impliqué dans ce processus de retour sur le passé.
Or, il y a une crainte que l'État ne veuille pas s'engager dans un tel processus, s'il était mis en place, une crainte que l'État ne veuille pas s'engager avec sincérité dans ce processus. Et d'ailleurs que d'autres acteurs aussi ne s'engagent pas avec sincérité. Pour reprendre les mots qui ont été utilisés dans les différents groupes, voilà, il y avait cette idée que nous, on voudrait qu'il y ait un dialogue, mais pour de vrai. Il faut qu'il y ait un engagement sincère de l'ensemble des parties dans cette démarche qui consiste à regarder le passé. Et puis, il y a un certain nombre de questions aussi qui se poseront et qui seront détaillées aussi par mes collègues, des questions qui se posent sur la façon dont la justice transitionnelle pourrait être mise en œuvre en Nouvelle-Calédonie, si c'était la voie qui pouvait être choisie. Parce que mettre en place un dispositif qui consiste à se confronter à l'histoire, ça implique de répondre à plusieurs questions, et je ne vais pas y répondre, je veux juste attirer votre attention dessus. Déjà, il y a la question de savoir si on veut regarder cette histoire pour avoir un rapport plus apaisé avec. Il y a la question de savoir ce qu'on va aller regarder. Et en l'occurrence, quels sont les types de souffrances que l'on va aller regarder. Il y a une question de hiérarchisation aussi, potentiellement, des souffrances vécues en Nouvelle-Calédonie. Et sur cette question, une préoccupation constante, en tout cas, de ne pas laisser de victimes de côté. On y reviendra tout à l'heure. Il y a la question de savoir si on est dans un processus de réconciliation et de retour sur l'histoire, de savoir si entre qui et qui est-ce qu'on veut apaiser les tensions, les conflits. Est-ce que c'est un processus qui vise à apaiser des tensions intracommunautaires, par exemple au sein de la communauté kanak, comme ça a déjà été initié notamment dans les réflexions par le Sénat coutumier? Est-ce qu'on est dans traiter des conflits entre les communautés en Nouvelle-Calédonie, entre l'État et les communautés? Voilà, il y a une question de niveau dans la mise en place du dispositif qui se pose. Il y a également la question de savoir quelle période est-ce qu'on traiterait. Est-ce qu'on est sur un temps long où on s'intéresserait à l'histoire de la Nouvelle-Calédonie depuis la prise de possession? Est-ce qu'on s'attarderait sur des événements en particulier, par exemple les années 80? Ça, c'est aussi des questions auxquelles il faudra répondre. Et puis enfin, il y a la question de savoir ce qu'on entend par réconciliation. Et là, c'est la question de l'objectif qui est poursuivi par le processus qui se pose. Et sur cette question de savoir ce que veut dire la réconciliation, il y a énormément de réponses possibles à cette question. Il n'y a pas de consensus qui s'est dégagé. En revanche, le plus petit dénominateur commun, c'est la volonté de retrouver la paix et d'ancrer la paix. Donc la paix, c'est vraiment l'objectif commun qui a résulté des différents travaux. Et sur cette note un peu plus positive, je vais laisser la parole donc à ma collègue Nadège Meyer qui fera un point sur les espoirs qui ont pu être exprimés au cours de ces travaux. Merci Léa. Oui, j'ai le côté plus positif, c'est-à-dire après les craintes, les préoccupations d'aborder donc les espoirs et les espoirs donc permettraient potentiellement en gros d'atteindre un dispositif de justice transitionnelle. Alors parmi les espoirs qui ont été identifiés par nos groupes de travail hier, il est ressorti très clairement que la justice transitionnelle pouvait permettre tout d'abord, et ça répond bien sûr aux craintes aussi qui ont été évoquées, de travailler donc sur les mémoires. Travailler sur les mémoires, c'est les termes qui ont été utilisés, c'était de permettre une reconnaissance des mémoires. Et puis il y a eu beaucoup de questionnements autour de connaissance, c'est-à-dire qu'avant même d'envisager une reconnaissance des mémoires, on s'est interrogé sur la question de connaître les mémoires et donc de raconter, de transmettre aussi ces mémoires, ces récits, ces violences, ces souffrances.
Et je vais revenir sur ce premier élément. Le deuxième élément qui est apparu dans les groupes de travail, c'était qu'il y avait une volonté de faire coexister ces mémoires. C'est-à-dire que chaque mémoire doit trouver sa place et doit prendre place les unes à côté des autres. Toutes les mémoires ont le droit d'exister, ont le droit de coexister les unes à côté des autres. Et ça, c'est quelque chose qui a été assez fort au sein des groupes de travail. Alors, s'agissant tout d'abord des mémoires et du travail de mémoire qu'il y a à faire, là aussi, on peut le diviser en 2 points, ce qui ressort de ces travaux. C'est le premier point qui concerne la transmission même de la mémoire et des mémoires plurielles. Donc, la transmission des mémoires, l'objectif là, et le souhait, c'est de permettre de libérer la parole, de sortir du non-dit, comme l'ouvrage peut le dire, de Louis-José Barbanson, sortir de ce non-dit. Et avant tout, le souhait qui est formulé par les groupes de travail, c'est d'engager un véritable dialogue entre les communautés pour lever des récits qui sont encore tabous, de verbaliser, voire pour certains de reverbaliser ces récits, et de mettre en commun en fait les traumatismes qui sont issus bien sûr de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. L'idée de cette narration, c'est de permettre que les blessures multiples puissent s'exprimer, mais aussi donc puissent se transmettre. Je parle de l'histoire, de la mémoire qui se transmet, parce que les blessures, oui, elles ont été transmises, et ça aussi, c'est des éléments qui ont été relevés. Là, l'idée, c'est plutôt de transmettre la mémoire de génération en génération et de faire la lumière sur le passé, c'est-à-dire de connaître, et on est toujours dans l'idée de connaissance ou de reconnaissance, c'est-à-dire de connaître et de reconnaître les différents types de violences qui ont été à la fois perpétrées, mais aussi, de l'autre côté, subies, que ce soit de manière directe, de manière indirecte, et quelle que soit en fait la nature de la violence, qu'elle soit physique, psychique, politique, économique, sociale, notamment au titre des inégalités. Autre élément important qui est ressorti des attentes, c'était d'avoir, une fois que ces récits de ces mémoires ont été faits, d'avoir un sentiment, de ressentir, d'avoir été écouté par les uns, par les autres, à l'intérieur de sa communauté, entre les communautés. Et donc là, c'est vraiment un sentiment fort d'écoute qui est attendu dans le cadre d'un processus de justice transitionnelle. Voilà le premier point sur la transmission de la mémoire, sur justement l'expression de la mémoire. Le deuxième point, c'est celui de la transmission de la mémoire. Il y a un souhait, une attente très forte qui a été exprimée au niveau de la transmission des histoires et de l'histoire aussi de la Nouvelle-Calédonie, parce que le constat a été aussi celui d'une méconnaissance pour une grande partie des jeunes et des moins jeunes de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Donc, dans la transmission de ces mémoires, il y a différents niveaux qui sont ressortis. Le premier niveau est de dire que ça nous permet de transmettre la mémoire de génération en génération, parce que ce récit n'a pas forcément été fait d'une génération à l'autre. Et donc, c'est permettre d'exprimer ces histoires au sein déjà de sa communauté, de ce que chaque communauté a pu vivre, et ensuite aussi de transmettre ces histoires entre les communautés. Donc c'est un double travail et espoir qui est attendu à l'intérieur des communautés, mais aussi entre les communautés. La deuxième transmission, nature de transmission qui est attendue, c'est une transmission par l'école, par l'éducation. Alors oui, on a pu voir que les programmes pédagogiques parlaient aussi de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, mais finalement, on a ressenti un besoin très fort de pouvoir développer davantage, en tous les cas que la transmission de l'histoire avec un grand H, comme le disait ma collègue de la Nouvelle-Calédonie, soit beaucoup plus présente au sein donc dès le primaire et puis tout au long donc du cursus. Donc ça, c'est une attente très forte aussi, une attente en termes de documentation accessible à tous aussi.
Le dernier point sur la transmission des mémoires, c'est un vœu, un objectif qui est attendu. Après, est-ce qu'on y parviendra ou pas? C'est de rechercher, et le terme a été utilisé plusieurs fois dans les groupes, c'est de rechercher l'effet catharsis, c'est-à-dire donc de pouvoir se libérer d'un poids de l'histoire, ce qui ne veut pas dire de tourner les pages, ce qui ne veut pas dire d'abandonner et de dire ça y est, maintenant ça, on ne revient plus là-dessus. C'est surtout de pouvoir être libéré du poids de l'histoire pour pouvoir ouvrir et écrire une autre page, mais une autre page de la Nouvelle-Calédonie beaucoup plus commune, beaucoup plus partagée et beaucoup plus inclusive. Voilà, concernant donc les récits, la transmission et surtout l'expression aussi des mémoires. Le deuxième élément, c'est la coexistence donc des identités et des mémoires, coexistence de toutes les identités en Nouvelle-Calédonie et en ça trace une belle perspective de souhait de vivre ensemble et la volonté que toutes les mémoires, comme je le disais, puissent coexister, habiter les unes à côté des autres. Et chaque récit, en fait, doit pouvoir exister et il n'est pas exclusif du récit des autres. C'est-à-dire que chacun peut partager ce qu'il a vécu, chacun peut partager sa souffrance et on est dans un échange qui est un des mots importants en Nouvelle-Calédonie. Le constat également, et je conclurai par, je ne sais pas si j'ai trop empiété, le constat que l'on a fait aussi sur ces groupes de travail, et ça a été évoqué à plusieurs reprises dans les différents groupes de travail, c'est que malgré les fractures, et personne ne nie les fractures, personne n'a nié quoi que ce soit sur les difficultés que rencontre la Nouvelle-Calédonie, c'est la volonté persistante de vivre ensemble, de se dire ce qu'il faut, de la volonté de sortir des tensions et des conflits. Et donc, ce que l'on a retenu et qui a peut-être été aussi le fil conducteur de cette journée d'hier, c'était de dire, quelles que soient nos différences, quelles que soient nos identités, quel que soit le passé, aussi traumatique soit-il, il y a, et aussi récent soit-il, il y a une volonté indéfectible de vivre ensemble en Nouvelle-Calédonie. Voilà pour résumer, et ça n'est certainement pas exhaustif, pour résumer ce que l'on a pu évoquer dans le cadre des espoirs sur un processus de justice transitionnelle. Après donc avoir abordé ces craintes et ces espoirs, on va désormais s'attacher à restituer ce qui est ressorti du comment. Donc comment on prend en considération ces craintes, comment on prend en considération ces espoirs dans la perspective de l'organisation d'un processus de justice transitionnelle qui serait adapté, qui serait contextualisé et spécifique à la Nouvelle-Calédonie. Et donc je passe la parole à Fabrice Ourqueby, qui est donc professeur de droit public à l'Université de Bordeaux et qui est aussi donc administrateur de l'IFJD, l'Institut Louis Joinnet. Merci Nadège, merci Léa. Alors il m'appartient d'introduire le deuxième temps de la réflexion tel qu'il a été structuré dans nos ateliers, c'est-à-dire le comment. Le comment, c'est en fait le temps des réponses. On a eu le temps du diagnostic, on a maintenant le temps des réponses, avec cette idée en réalité que tout est possible, et je voudrais essayer de vous le montrer. Tout est possible pour d'une part traduire les aspirations qui ont été exprimées, et pour d'autre part, essayer d'y répondre. Et ce sera les deux temps de notre réflexion, si vous voulez. On va d'abord traduire, et ensuite on va répondre. Traduire. Alors, traduire les aspirations, c'est en réalité la question qu'on a eue dans les ateliers sur le portage du mécanisme de justice transitionnelle qui se pose. Comment traduire les aspirations exprimées? Qui peut traduire les aspirations exprimées? En réalité, il découle plusieurs modalités d'expression qu'on va essayer de rationaliser, qu'on va essayer d'organiser autour d'une institution, autour d'un dispositif de justice transitionnelle. Et au fur et à mesure de nos travaux, il s'est avéré qu'il y avait deux dynamiques. D'abord, celle qui consiste à traduire par le bas, et puis celle qui consiste à traduire par le haut.
Alors, traduire par le bas, d'abord. Quelle est l'idée générale ? Eh bien, c'est ici de penser un mécanisme de justice transitionnelle qui serait initié par la société civile. Et dans nos échanges, on a vu deux possibilités, en réalité. Première possibilité, il est apparu que plusieurs personnes réclamaient l'idée d'une grande convention de dialogue, d'une sorte de grand dialogue national, une grande palabre qui permettrait, sur la base de la constitution de groupes de parole, de laisser la parole se libérer, comme l'a dit Nadège à l'instant. C'est assez séduisant comme hypothèse, simplement des obstacles ont été immédiatement levés, montrés. D'abord, le premier obstacle, c'est le risque de décalage entre ce qui est dit et ce qui est fait, la dialectique du dire et du faire. Et puis le deuxième obstacle, c'est qu'il n'est pas aisé certainement de créer un espace adéquat de réception de la parole. C'est la raison pour laquelle une deuxième possibilité a émergé dans ce processus de traduction d'un dispositif de justice transitionnelle par le bas. La seconde possibilité, elle a consisté d'abord à s'interroger sur le fait qu'il était certainement nécessaire d'établir une sorte de cartographie des initiatives, et notre première journée de colloque en a montré certaines d'entre elles. Cette cartographie des initiatives, elle permettrait d'identifier ce que l'on peut appeler les bonnes pratiques, ou en tous les cas les pratiques positives de la société civile, à travers les associations, à travers les ONG, bonnes pratiques en lien avec les intermédiations ou les médiations interculturelles, ce qui permettrait certainement d'identifier à la fois les personnes ressources et les lieux pour recevoir les récits qu'évoquait Nadège précédemment. Alors cette démarche, elle pourrait trouver un débouché dans une forme de demande citoyenne, c'est-à-dire dans une forme de plaidoyer pour la création d'une association à spectre large, pour la création d'un collectif qui lui-même pourrait soit appuyer la création d'une commission vérité-réconciliation, soit porter cette commission vérité et réconciliation, voire même se transformer en commission vérité et réconciliation. Quelle que soit l'hypothèse qui est retenue, la démarche pourrait être soit individuelle, c'est-à-dire elle serait celle de la société civile, ou elle pourrait être aussi celle qui prendrait la forme d'une sorte de consortium, on pourrait dire public-privé, si l'État, je dis bien si l'État, voulait s'associer à la démarche. En toute hypothèse, les institutions pourraient alors se saisir de l'initiative de la société civile, et ce qui nous renvoie alors à un second schéma possible pour concrétiser les attentes. Le deuxième schéma, c'est le deuxième mouvement, c'est ce que l'on pourrait appeler la traduction par le haut. Traduire par le haut. Qu'est-ce que ça signifie ? L'idée, c'est ici de penser un dispositif de justice transitionnelle qui serait cette fois non plus porté par la société civile, mais qui serait porté par une institution. Alors, l'hypothèse qui a été envisagée par les groupes de travail, en tous les cas, elle n'a pas été exclue par les deux ateliers, est celle de la création d'une commission vérité. Alors, je ne sais pas comment il faut l'appeler, et on ne sait pas comment il faudrait l'appeler. Commission vérité et paix, commission vérité et réconciliation. En tous les cas, le point de convergence a été autour de la vérité, certainement autour de l'apaisement et de la paix aussi. Et on a relevé le fait qu'il était très important de discuter des mots, de travailler des mots, parce que les mots ont un sens, particulièrement dans un contexte de conflictualité. L'hypothèse envisagée, donc cette commission vérité, va poser deux questions, semble-t-il, et les deux questions, pour y répondre, elles ont suscité une véritable ingénierie juridique, ingénierie institutionnelle, une vraie imagination constructive que l'on a vue dans les deux groupes de travail, imagination constructive qui est absolument essentielle dès lors qu'on fait de la justice transitionnelle, puisqu'on a dit, vous savez, qu'il fallait une forme de flexibilité et de plasticité pour sortir du carcan des normes, mais on sort des normes pour mieux revenir à la norme, et vous allez voir. Deux questions se sont posées. La première, c'est celle de l'adossement juridique du mécanisme de justice transitionnelle. Et la deuxième, c'est celle de la traduction juridique du mécanisme de justice transitionnelle. Alors l'adossement juridique, deux pistes ont été évoquées en suivant la hiérarchie des normes. Vous savez qu'on enseigne à nos étudiants en première année la hiérarchie des normes, de la plus forte, la plus élevée, à la moins contraignante. Et là, dans nos débats, il y a eu deux hypothèses qui ont émergé. On s'est dit que si le mécanisme de justice transitionnelle type commission vérité était créé, il faudrait certainement l'adosser au niveau constitutionnel, au préambule de l'accord de Nouméa.
Le préambule de l'accord de Nouméa, il a valeur constitutionnelle du fait de son inscription au titre 13 de la Constitution française. Donc, si vous voulez, c'est une valeur constitutionnelle par ricochet. Et quand on regarde ce préambule de l'accord de Nouméa, on trouve toutes les bases qui viennent légitimer la création d'un dispositif de justice transitionnelle, pour peu qu'on ait un peu d'audace dans l'interprétation du préambule et pour peu qu'on soit dans une démarche très constructive au service de la réconciliation et de la paix. Et puis, dans nos discussions, il y a une hypothèse assez intéressante qui a émergé, qui était aussi de dire que l'accord de Bougival, si un jour, peut-être, éventuellement, il venait à s'appliquer, l'accord de Bougival, il fait référence à une loi fondamentale. Et cette loi fondamentale qui est prévue par l'accord de Bougival, ce serait une loi fondamentale qui viendrait nécessairement s'articuler avec le préambule de l'accord de Nouméa. Et encore une fois, on aurait ici, par ricochet, une forme de constitutionnalisation et d'absorption du contenu de l'accord de Nouméa qui pourrait peut-être fonder les bases d'une justice transitionnelle. Ça, c'est pour l'adossement constitutionnel. Mais il y a aussi la question d'un adossement plus international. Alors les normes internationales, elles se placent sous la Constitution, mais néanmoins, elles sont très intéressantes à référer parce que certains des membres de nos groupes de travail ont dit, mais finalement, il y a par exemple la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones. Et puis il y a aussi au sein du Conseil de l'Europe un certain nombre de déclarations qui pourraient être pertinentes pour adosser le mécanisme de justice transitionnelle, s'adosser à la norme internationale d'un côté, s'adosser à la norme constitutionnelle de l'autre, et pourquoi pas des deux? C'est toujours mieux d'avoir deux jambes qu'une, et donc un double adossement à la norme internationale et à la norme constitutionnelle. Ça, c'est possible. Et si on rentre dans cette faisabilité, alors mécaniquement, on doit s'interroger sur la deuxième question qui découle de cette traduction par le haut. Et la deuxième question, c'est celle du portage, c'est-à-dire celle de la traduction dans un texte juridique de la création de cette instance de vérité et de réconciliation. 4 hypothèses, semble-t-il, ont émergé dans nos travaux. Hypothèse première, que je formule ici avec une interrogation, parce qu'on s'est posé la question, est-ce qu'on pourrait envisager un portage d'une commission vérité par une organisation internationale, au nom, par exemple, de la référence au territoire à décoloniser, si je reprends le vocabulaire des Nations Unies, puisque la Nouvelle-Calédonie appartient à ces territoires à décoloniser. Alors, immédiatement, une réserve est arrivée, c'est que accepter qu'il y ait un regard international sur ce processus-là n'est certainement pas très aisé. C'est une réserve aussi au regard du sens des mots. On revient sur le sens des mots. Réserve au regard du sens des mots parce que la dimension internationale renvoie aussi à une mystique du mot. Le mot international a pour conséquence aussi certainement de désapproprier un processus qui mérite une appropriation, et faciliter l'appropriation, c'est obliger à la relocalisation, ou en tous les cas à la reproximisation du processus. Plus le processus est en proximité, plus on se l'approprie. Plus il est internationalisé, plus il est distancié. Deuxième hypothèse, la volonté de l'État. L'État, grand absent de nos réflexions, mais grand présent aussi dans nos réflexions. Volonté de l'État de porter une commission, point d'interrogation. C'est pas à exclure, mais en tous les cas, on s'interroge. Conformément d'ailleurs aux expériences de justice transitionnelle à travers le monde et qu'on a pu évoquer, si l'État devait porter une commission, il y aurait 2 possibilités. Soit la création de la commission par la loi ordinaire votée par le Parlement, au sens de l'article 34 de la Constitution française, soit de manière plus unilatérale par un décret du président de la République. Et on a eu des expériences à travers le monde de création décrétale, avec ce risque que ce qui est pris par un acte unilatéral peut être soustrait de la même manière par un acte unilatéral. En toute hypothèse, je crois qu'on s'est assez rapidement accordé sur le fait que ces 2 hypothèses-là, la loi et le décret, sont, pour des raisons politiques assez évidentes, très peu probables. D'où une hypothèse numéro 3. L'hypothèse numéro 3, qui est assez séduisante, qui est, je dirais, une sorte de solution hybride, c'est-à-dire un portage partagé entre l'État et le territoire. Conviendrait alors de hiérarchiser les ambitions entre ce qui relèverait de l'État, par exemple la question des archives, l'ouverture des archives, c'est une demande forte, y compris les archives religieuses. Et puis ce qui relèverait du territoire. Et ce qui relèverait du territoire, ce serait la création de la commission proprement dit. D'où la 4e hypothèse, vous voyez, on descend en précision et en granularité.
Quatrième hypothèse, envisager le portage ou le coportage d'une commission par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie et par le Sénat coutumier. Ce serait la création d'une commission pays, finalement. Et ça s'inspirerait ou ça s'inscrirait peut-être dans une démarche de démocratie participative à l'œuvre, ici, au Congrès de Nouvelle-Calédonie. Et si, dans le périmètre de la commission dont va parler dans quelques secondes Jean-Pierre, il y a la question de l'identité kanak, alors mécaniquement et constitutionnellement, ça renvoie à la compétence du Sénat coutumier qui, constitutionnellement, doit être consulté dès lors que les questions sur l'identité kanak sont abordées. Et on arriverait ici à un coportage d'une commission par le Sénat et par le Congrès. Alors avec la nécessité d'une pédagogie évidemment sur la démarche pour que toutes les communautés concernées comprennent qu'elles ont intérêt et qu'elles ont à gagner à ce type de dispositif. Ce type de portage pourrait certainement se traduire symboliquement et dans un premier temps par l'adoption d'une résolution du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ou par la formalisation d'un vœu du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Et puis, si on montait dans une démarche crescendo, on pourrait alors aussi envisager la création d'une commission parlementaire dans le champ de la justice transitionnelle. Et on ne part pas de rien, on a un précédent. L'ancien président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, dans un champ analogue, avait proposé la création d'une autorité administrative indépendante sur la résolution du conflit. Et le Conseil d'État français, saisi de la question, avait dit « ce n'est peut-être pas une autorité administrative indépendante qui est l'institution pertinente, mais une commission parlementaire ». On était dans la résolution des conflits, on est dans la justice transitionnelle. Vous le voyez, il y a une diversité des possibilités, il y a un éventail des possibles, et cette diversité des traductions appelle nécessairement l'identification d'une modalité spécifique en réponse que va nous présenter Jean-Pierre Macias. Merci Fabrice pour cette présentation. Alors, je suis dans une position un peu compliquée parce que, au titre de notre répartition horaire et du spectacle, il doit me rester à peu près 1 minute 30 pour vous parler. Et puis, beaucoup de choses ont déjà été dites et je ne voudrais pas devoir les répéter. Simplement, l'idée que nous avons voulu développer à partir de la présentation, c'est de se poser la question du possible, du comment faire. Comment faire concrètement, non pas pour créer une commission vérité, mais pour que cette commission vérité puisse donner satisfaction, c'est-à-dire répondre de la meilleure manière qu'elle se soit, jamais parfait, mais de la meilleure manière que ce soit aux interrogations, aux inquiétudes et aux espoirs formulés. Que faire pour que la commission puisse répondre ? Et je dirais que ici, la réponse à cette question, comment donner de l'effectivité à l'espoir, mais comment ne pas trahir l'espoir en le rendant effectif, va peut-être permettre une approche en 2 temps. D'abord, comment donner de l'effectivité à l'espoir ? En utilisant les moyens de la justice transitionnelle et en utilisant les moyens de la justice transitionnelle que l'on utilise partout dans le monde parce qu'ils ont fait leurs preuves. Même si les solutions ne sont jamais transposables mécaniquement, il y a des règles, il y a des principes. Et dans ces principes, on doit pouvoir puiser une structuration du rêve. Donner au rêve sa force. Et pour donner au rêve sa force, d'abord, il faut lui donner une structure. La commission vérité, alors peu importe la manière dont on l'appelle et peu importe le contour juridique que l'on va lui donner, la commission vérité, c'est une catégorie générique qui s'applique de manière différente dans la plupart des États dans le monde, mais qui est aujourd'hui mise en place dans plus de 50 États dans le monde, et donc on commence à avoir un certain nombre de reculs. Une commission vérité, mais une commission vérité basée sur le modèle de Louis Joinet, c'est-à-dire les 4 fameux piliers. Satisfaire au droit à la vérité, au droit à la justice, au droit à la réparation, aux garanties de non-répétition, satisfaire à ces 4 droits en même temps et de manière cumulative parce qu'ils composent un tout. Et il faut donc que la commission vérité qui soit mise en place permette de les satisfaire. Commission vérité basée sur le modèle Joinet et basée sur une méthodologie que l'on connaît, c'est-à-dire une commission qui fait des enquêtes, qui procède à des auditions, qui entend les victimes et qui permet à la société de les entendre. La grande réussite des commissions vérité, c'est pas uniquement de rendre la justice, mais c'est d'abord de la montrer. De montrer au pays que la justice est possible, que le discours est possible et donner envie d'y participer. Et puis ensuite, la commission doit faire un rapport.
elle doit faire des recommandations, elle doit proposer des changements, elle doit essayer d'être la commission du plus jamais ça, c'est-à-dire être capable d'arriver devant les institutions, qu'elles aient participé ou non au processus, en leur disant voilà, nous avons identifié des choses à faire, nous vous demandons de les faire et peut-être nous vous proposons de les faire avec vous. Ça, c'est la première chose. Première chose pour donner de la force au rêve, la structure. Deuxième chose pour donner de la force au rêve, c'est de lui donner un objectif. L'objectif, c'est, pour une commission vérité, de ne pas juger les hommes, de ne pas juger les coupables, mais de juger la violence. Juger la violence, ça veut dire d'abord dire la violence, mettre des mots sur la violence, mettre les mots du droit, mettre les mots de la morale sur la violence, parce qu'il faut dire la violence pour espérer qu'elle s'arrête. La violence ne s'arrête jamais sans qu'on l'ait nommée et sans qu'on en ait pris conscience. Dire les mots de la violence, expliquer, comprendre cette violence, non pour l'excuser, mais pour permettre de savoir pourquoi, à un moment donné dans l'histoire de ce pays, de ce territoire, des hommes se sont comportés de la manière dont ils se sont comportés. Pourquoi il y a eu tant de brutalité? Pourquoi il y a eu tant d'injustice? L'injustice, c'est jamais un accident de l'histoire. C'est jamais le fruit d'acteurs psychopathes qui prennent plaisir à faire du mal. L'injustice, c'est le produit d'un système, d'une logique, d'une structure. Et ça, il faut comprendre et démonter cette structure. Et enfin, bien sûr, et c'est l'objectif, c'est déconstruire cette violence. C'est-à-dire proposer des solutions qui permettront que cette violence ne produise plus les effets délétères qu'elle produit dans la société. Ça veut dire proposer des réparations adaptées aux victimes, car on ne sort jamais indemne de la violence supportée, et proposer également des réparations institutionnelles, parce que la violence n'est pas un accident, elle est le fruit d'un fonctionnement. Enfin, un dernier élément pour structurer un rêve, c'est, après la structure et l'objectif, préciser le mandat de la commission vérité, dire ce que la commission vérité doit faire, et pour éviter le dépit, pour éviter la déception qui a été évoquée tout à l'heure, il faut pouvoir préciser son objet, et préciser son objet de manière claire, nette. Et ici, la commission vérité, elle s'intéressera aux violations des droits humains. Violation des droits humains entérinées à la fois dans la violation des droits humains pris individuellement. Toutes les violations commises contre des personnes vivant en Nouvelle-Calédonie doivent pouvoir rentrer dans le champ de la commission vérité, et notamment les violations les plus graves, j'y reviendrai, mais également les violations du droit des peuples, et notamment au premier point de ces peuples, le peuple premier, je cite l'accord de Nouméa, le peuple autochtone, le peuple kanak, qui, au-delà des souffrances que des Kanaks ont pu endurer, a enduré des souffrances comme une entité, comme un peuple. Donc, préciser le cadre, préciser l'objectif, préciser la structure. Ça, c'est donner de la structure au rêve, pour reprendre ce que nous avons dit tout à l'heure. Mais cette structure ne doit pas trahir le rêve. On ne doit pas rentrer dans une application mécanique de la justice transitionnelle, on doit tenter de l'adapter au concept, l'adapter au contexte et l'adapter aux attentes. Et pour adapter la justice transitionnelle, peut-être 3 pistes. D'abord, la première, c'est établir la vérité. Établir la vérité, mais pas n'importe quelle vérité. Établir la vérité, ça veut dire d'abord établir toutes les vérités et toutes les formes de vérité, qu'elles soient plaisantes, enthousiasmantes ou dérangeantes. Et toutes les formes de vérité, ça veut dire ce que disait le vice-président de la commission vérité sud-africaine, Alex Boren, c'est la vérité objective, celle du droit. La vérité subjective, celle du ressenti des victimes, et la réalité dialogique, née du dialogue entre les personnes et les acteurs. Donc dire toutes les vérités de toutes les époques. Il ne s'agit pas évidemment de sélectionner une époque qui pourrait être plus particulièrement symptomatique. La violence en Nouvelle-Calédonie, comme dans beaucoup d'États, est le fruit d'un long continuum historique, et il faudra donc un mandat ouvert qui partira peut-être de 1853. On a proposé de le faire avant, mais avant, ce n'était pas la France. Mais à partir de 1853, et pour aller jusqu'en 2000, 2020, 2024, après le mois de mai, ça sera à décider. Mais plus le champ sera ouvert, plus la réflexion sera utile. Dire les vérités de tous les temps, ça veut également repérer dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie des épisodes que l'on considère comme particulièrement importants, particulièrement symptomatiques de la globalité des vérités. Et il s'agira de repérer des épisodes qui diront
ce qu'a été la violence en Nouvelle-Calédonie, dans son expression la plus aiguë, la plus paroxystique, mais aussi dans, je dirais, sa répartition. Violence à l'endroit du peuple kanak, mais aussi violence à l'endroit des Bagnards, violence à l'endroit de tous ces groupes qui ont été déplacés et amenés à travailler dans des conditions souvent inhumaines dans la construction de ce pays. Les violences faites aux groupes, les violences faites aux personnes, mais aussi les violences structurelles, l'inégalité, le code de l'indigénat, l'attente du droit de vote. Et puis, les violences des événements. Il ne faudra pas se tourner et détourner son regard sur ce qui s'est passé à partir des années 80 jusqu'aux années 90, à partir des années 90 jusqu'aux années 2000, 2020. Cette violence-là, elle est importante et elle doit être prise en charge. Donc, prendre en charge les violences de tous les temps et prendre en charge les violences tout le temps. Tout le temps, ça veut dire qu'il faut se poser la question de savoir comment la violence a été faite, les douleurs qu'elle a engendrées et les douleurs qu'elle engendre encore. Et se posera nécessairement à un moment donné la question du préjudice et du traumatisme transgénérationnel, parce qu'on sait bien que dans ce cadre de violence-là, les violences subies par les parents se retrouvent chez les enfants. Et que l'on n'interrompt pas ce cycle de violence sans avoir pris la peine de le faire. Donc, premier temps, se poser la question de toutes les vérités. Deuxième temps, se poser la question des victimes. Pourquoi se poser la question des victimes? Parce qu'elles seront évidemment au centre de la justice transitionnelle. Toutes les victimes, toutes les personnes dont la vie a été gravement affectée par la violence structurelle née du colonialisme, dans toutes ses dimensions, et prendre en charge la douleur des victimes, ça veut dire évidemment tenter de les réparer, tenter de leur proposer des solutions, mais simplement tenter aussi de les accueillir dignement. Et de ce point de vue-là, la Commission Vérité, ici, comme elle l'a fait ailleurs, mais peut-être encore plus ici, doit veiller à ce que les victimes qui viendront parler devant la Commission ils soient traités de manière bienveillante. Bienveillante parce que ce n'est pas un tribunal. Bienveillante parce qu'on n'a pas à vérifier si ce qu'elles disent est vrai ou pas. Bienveillante parce qu'il faudra y appliquer le mot qui a été appliqué, en tout cas utilisé par le président de la République à propos de la commission sur l'inceste. On vous croit, on vous protège. On vous croit, on ne remet pas en cause votre parole. On vous protège. On vous fait témoigner dans des conditions avec un encadrement, avec un soutien, avec une bienveillance, parce qu'on vous rétablit dans la dignité que la violence vous a pris. Prendre en charge donc les victimes. Et enfin, troisième impératif pour que le rêve ne soit pas trahi, c'est la déconstruction de la violence. Nadège l'a dit, mais là encore, pas de n'importe quelle violence. Il faut d'abord déconstruire toutes les formes de violence, que ce soit la violence physique, les exécutions sommaires, la répression militaire, la torture, mais aussi la violence culturelle, le mépris adressé à des cultures et des différences, la question foncière, les violences économiques qui sont absolument fondamentales, les questions de violence intercommunautaire, les questions de violence psychologique. Il faudra également s'intéresser à tous les auteurs de violence, quel que soit leur camp, quelle que soit leur motivation et quelle que soit parfois la justesse de leur cause. La justice transitionnelle, c'est d'offrir à toutes les victimes l'assistance et le soutien qu'elles méritent. Et enfin, évidemment, il faudra s'intéresser à tous les auteurs, c'est-à-dire à toutes les victimes, je veux dire, aux victimes individuelles, mais aussi aux victimes collectives, parce que dans les crimes qui ont été commis, les violences qui ont été commises, sont des violences qui consistent à également frapper des communautés, des groupes. Il y a une appréhension claire de la violence vis-à-vis d'un groupe et un ressenti de groupe de la violence. Et donc c'est à toute cette forme-là de violence qu'il va falloir inventer des solutions. Il va falloir inventer des solutions en puisant sur ce qui a été fait ailleurs, parce que ce qui a été fait ailleurs n'est pas complètement impossible à appliquer ici, mais en tout cas, et également en s'intéressant à ce qui doit être fait ici, parce qu'ici, ce n'est pas ailleurs, et que la spécificité de la société calédonienne doit être évidemment prise en charge, que ce soit par sa diversité, sa complexité, etc. etc. Voilà le chantier qui est à mettre en place, et voilà les conclusions auxquelles on a pu arriver. Alors, tout n'a pas été fait dans ces ateliers. Tout n'a pas été fait dans ces ateliers. Il reste encore des questions à préciser et des questions pour lesquelles on n'a pas de réponse. On n'a pas eu encore de réponse. Comment sera composée cette commission vérité? Combien de Kanaks? Combien de non-Kanaks? Combien d'experts? Doit-on mettre en place une commission avec des religieux, avec des avocats? L'État doit y participer? Ce sont des questions auxquelles il faudra y répondre. La seule importance, c'est évidemment que
pour que la commission fonctionne, toutes les communautés y intéressées puissent s'y retrouver et avoir confiance à cette commission. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Mais je dirais, et c'est là-dessus que je voudrais conclure, que certes, la tâche est énorme. Que certes, la difficulté est absolument colossale et très loin de moi et très loin de l'Institut Jouannet, l'idée de venir vous dire, voilà, faites ça et tout ira bien. La Nouvelle-Calédonie est confrontée aussi en matière de justice transitionnelle à une tâche très difficile. Mais pour la résoudre, il faut oser. Il faut oser, il faut tenter des solutions. Fabrice, pour que il parlait tout à l'heure du temps, il faut faire avec ce qu'on a. Il faut prendre des risques. Il faut essayer de mettre en place un processus. Le plus mauvais des processus, c'est celui qui ne démarre jamais, c'est celui qui n'avance pas. Et ça, de ce point de vue-là, je crois que c'est extrêmement important. Et c'est peut-être là-dessus qu'on voulait conclure en disant qu'on a été extrêmement impressionné par l'implication des uns et des autres, des unes et des autres, dans le processus de justice transitionnelle et dans la réflexion sur le processus de justice transitionnelle. Alors ça va être difficile, tous les choix techniques sont ouverts, mais il faut surtout pas oublier, et je pense que la leçon vient de Desmond Tutu, l'ancien président de la Commission Vérité Sud-Africaine, sans mémoire, il n'y a pas de guérison, et sans pardon, il n'y a pas d'avenir. Je vous remercie de votre attention.